Rassembler est très important, non seulement pour la sécurité, parce que sans sécurité, vous ne pouvez pas avoir d'industrie. Pour la paix, sans paix, vous ne pouvez pas avoir d'industrie. Mais il y a un problème majeur. Hein. Tout le monde est conscient aujourd'hui que le taux de participation pose un problème. Je souhaite vraiment que toute la population béninoise... C'est si important que ça? Oui, oui. Vous savez, ce taux de participation, s'il est à la hauteur, va montrer que... Campagne présidentielle, clap de fin, c'est aujourd'hui, vendredi 10 avril 2026, que prend fin la période des 2 semaines de campagne dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain. Lorsqu'on revisite un peu le projet de société des 2 duos qui sont dans le starting block, un secteur nous intéresse le plus, celui de l'industrialisation de notre pays. Pour en parler, nous recevons pour vous un expert, Hassen Fado. Qui est-il? On en saura un peu plus tout à l'heure. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je me ferai accompagner par celui-là qui est toujours présent, Alphonse Moïse Soudé. À la réalisation de cette émission, Josué Kankoué, à la manipulation technique, Bernardin Bonungbo, et à la coordination, Romaric Dossa. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Ne zappez surtout pas, on revient juste après ceci. Speedline TV désormais très proche de vous. Pour vos réalisations et diffusion de spots publicitaires, publics reportages, couverture médiatique, émissions, communiqués, avec Speedline TV, c'est presque gratuit. Vous avez des meilleurs prix. Pour tous vos produits et services, nous vous offrons des espaces publicitaires à travers nos émissions, nos feuilletons et séries. Profitez de notre période promotionnelle pour atteindre vos clients partout sur le territoire national, partout en Afrique et dans le monde entier. Avec Speedline TV, votre visibilité est assurée. Speedline TV est situé à Akpapa, au téléphone 99 00 84 49. Speedline TV, votre télé. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je le disais, nous sommes sur ce plateau avec un invité, un expert industriel, Hassen Fado. Il va se présenter tout à l'heure, comme on le dit souvent, il est difficile de bêler en la présence de la chèvre, il est là. Et je suis sur ce plateau aussi avec Alphonse Moïse Soudé. Alphonse, bonjour. Bonjour à vous, Landry, bonjour à notre invité. Ah oui, la Galilée, ça continue pour les chrétiens, pour que nous sommes, on est toujours dans la ferveur de la célébration de la Pâques et de la Galilée. Hassen Fado, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Voilà, et nous allons revenir à vous tout à l'heure. Nous avons une partition importante que nous jouons sur ce plateau à chaque émission. On appelle ça la grogne, c'est coup de cœur, coup de cri, et cri de cœur plutôt. Et voilà, Alphonse Moïse Soudé, je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai 2. Allons-y avec vous si vous en avez. Oui, j'ai 2. J'espère que ce n'est pas la SBE, encore une fois. Non, ni la SONEB. Ni la SONEB. Ok, allons-y. Même si je comptais ne pas avoir de l'eau. Ma première grogne, c'est concernant la commune d'Abom et Calavi. Ok. Quand vous empruntez le chemin qui mène à Calavi, vous roulez dans le noir. Ah oui. L'éclairage public, n'en parlons même pas. Il n'y a rien sur la route qui puisse vous orienter. De telle sorte que vous allez voir des véhicules qui, peut-être fatigués, percutent la chaussée, percutent les pavés. Mais nous en parlons depuis des mois. Personne n'a rien fait. C'est quand même une grande voie. Quand vous quittez... même avant le stade de l'amitié, depuis Carrefour Sika Toyota, vous n'avez plus la lumière, vous n'avez plus l'éclairage public. Et puis, on en parle, que ce soit la commune de Cotonou, que ce soit la commune d'Abomey-Calavi, personne ne réagit. Parce que c'est important. C'est parce qu'on ne roule pas que dans la journée. Quand vous empruntez ce chemin-là, les taxis qui reviennent dans la nuit, conduisent du n'importe quoi. Oui. D'abord, leurs phares, même les phares des véhicules... peine que ça éclaire. À peine ça éclaire, et sur la route, il n'y a pas un système d'éclairage qui soit fiable. Surtout quand vous passez, vous empruntez le chemin des motocyclistes, c'est du n'importe quoi. Avec des trous un peu partout. Devant SOS jusqu'au campus, jusqu'au carrefour Godomé, ce n'est pas la peine. Aucune sécurité. Donc, je souhaiterais
puisqu'il y a un nouveau maire qui a été élu, il y a une nouvelle équipe dirigeante au niveau de la tête de cette mairie-là, comprennent à cœur le problème du éclairage public. Ma seconde grogne, je voudrais m'adresser surtout à nos jeunes frères. Oui. L'État béninois ne nous a pas construit des routes pour que nous puissions nous tuer. Je veux parler du phénomène de Zéoué qui a repris par endroits. Vous voyez les jeunes qui font des zigzags, qui veulent passer entre deux véhicules. Et je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Ce n'est pas parce qu'on a de grandes voies qu'il faut rouler à toute vitesse. Vous empruntez la voie qui mène à Porto-Novo, c'est la même chose avec les motocyclistes. Même les taxis, on ne respecte plus la vitesse. On court, on est pressé, on dit non, en 30 minutes, je peux faire Cotonou. Je peux faire Cotonou, Porto-Novo, ce n'est pas normal. On ne nous a pas construit des voies pour que nous puissions être victimes d'accidents. Nous sommes sur la grande voie, respectant quand même le code de la route. C'est très important parce qu'on ne peut pas mettre, comme j'ai l'habitude de le dire, derrière chaque citoyen un policier. Il y a un problème de conscience. Il faut qu'on prenne conscience parce que quand vous faites accident, hein, j'en ai vu devant le campus un jeune qui a été écrasé. Et puis, au lieu d'appeler les secours, comme on a l'habitude, les gens sortent leur téléphone portable pour filmer. Voilà. Je voudrais que les gens prennent conscience et que la répression par rapport au port de casque, il faudrait que cela reprenne. J'ai l'impression que la police et la CNSR, tout le monde a baissé les bras. Et aujourd'hui, vous voyez les gens qui roulent dans la circulation sans casque. Ils ont le casque, hein. C'est à la vue du policier, rapidement, qui mettent la casque. Le casque n'est pas un luxe. On a vu des gens qui ont porté le casque. Et ils ont fait accident, le cas s'est envolé. Donc je voudrais que les Béninois prennent conscience qu'on n'a pas besoin forcément du gendarme pour faire preuve de sagesse. D'accord. Sur vos deux grognes, j'irai très rapidement. Par rapport à l'éclairage de Calavi, je crois que c'est une question qui revient pratiquement tous les jours, mais j'ai un peu comme l'impression que ceux qui dirigent cette commune se foutent pas mal de ce que la population dit. Tant mieux, nous ne serons pas seuls victimes, ils ont forcément des parents qui seront aussi victimes de ce problème, de ce non-éclairage de ces routes-là, pourvu que ceux qui ont des oreilles pour entendre et que ceux qui ont un cœur pour comprendre comprennent. Par rapport à ce que vous avez dit aux Zéoué, mais je crois qu'il y a une opération qui a été lancée par la police républicaine. Ils ont commencé par récupérer des jeunes, déjà, j'en ai vu dans la ville de Cotonou, surtout vers la plage là-bas où les gens pensent que, bon, la route qui a été faite est une route de la mort où les gens se roulent n'importe comment, les jeunes, vous les voyez, inciviques, et c'est seulement quand on voit le policier qu'on met le casque et on veut se faufiler entre deux camions, ce n'est pas possible. Donc je crois que la mairie de Cotonou et la police républicaine doivent sévir encore plus et davantage de ce côté-là pour qu'on puisse avoir les ressources humaines dont nous disposons pour le développement de notre pays. Moi, je voudrais rapidement plancher sur deux grognes. Une grogne certainement qui va vous intéresser, le prix du ciment. Le ciment est passé à 120 000 francs la tonne. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est un commerce normal? Est-ce que c'est une décision qui a été prise par le gouvernement? Et je crois que non. Et donc, c'est de la surenchère que font ceux-là qui vendent le ciment. Il y a tellement de gens qui se plaignent de ça que je voudrais, du haut de cette tribune, demander au ministère du Commerce, et aussi au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas possible. On est dans un pays de droit où des prix ont été fixés pour le ciment. Et je ne comprends pas pourquoi chacun fixe son prix. Et il y en a qui le font à 80 000 francs, il y en a qui le font à 100 000, il y en a qui le font à 125 000 francs, à 120 000 francs la tonne. Mais comme le dirait l'autre, nous sommes dans un pays de pagaille. Il faut que ça arrête, il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Il faut qu'on uniformise et que le ministère du Commerce sorte encore un communiqué pour dire arrêter, qu'on sache quel est le prix réel du ciment, département par département, puisque le prix avait été fixé département par département, parce que le prix à Cotonou ne peut pas être le prix à Wassapenko ou à Natitongo ou à Mananville. Il y a le frais du transport, les frais du transport qui s'ajoutent. Nous allons peut-être soumettre à notre invité qui brûle d'impatience d'attaquer son sujet phare, l'industrialisation, mais il est aussi citoyen modèle. Je le précise, il n'a pas vécu seulement au Bénin, et donc il sait comment ça se passe dans les autres pays. Et Arsène Fano, avant qu'on en arrive à votre sujet du jour, vous avez écouté les grognes. Qu'est-ce qui vous chagrine un peu dans tout ce qui a été dit? Merci, messieurs les journalistes. Je suis heureux d'être
parmi vous. Et je profite pour vous féliciter et vous remercier pour ce travail d'éducation citoyenne que vous faites gratuitement, finalement. Et c'est un travail de longue haleine. Je vous félicite pour cela. Merci. Et tous les points que vous avez évoqués sont des points importants. C'est coïncidence pour coïncidence. J'ai fait 12 ans de carrière dans le secteur du ciment. Et c'est pas plus tard qu'hier qu'un collègue me faisait comprendre que le prix du ciment était passé à 120 000 et il pensait que, bon, compte tenu de mon passé, que je pourrais lui apporter des explications. Toutefois, vous avez évoqué un point majeur concernant ce prix. C'est souvent de la spéculation, effectivement. Mais il faut aussi noter que nous sommes dans un contexte où une des cimenteries est en train de déménager et a cessé ses activités. Je n'ai pas beaucoup d'informations sur toute la planification qui a été faite, tout l'accompagnement qui a été fait par l'État pour pouvoir s'assurer qu'on maintienne la disponibilité de ce produit-là. Mais ça fait partie, le ciment fait partie des produits pour lesquels tous les États doivent nécessairement agir, parce que ça fait partie des produits de première nécessité et c'est important que les autorités s'y penchent. Maintenant, sachez que pour ce qui concerne le prix réel du ciment sur l'étendue du territoire, il y a des mesures qui doivent être prises, qu'on appelle, enfin en général, c'est le ministère du Commerce, qu'on appelle la péréquation, le système de péréquation, qui permet d'atténuer les prix au fur et à mesure qu'on s'éloigne des zones de production et des grandes villes. Donc, je pense que certainement, ce que vous venez de dire doit pouvoir alerter les autorités et voilà. Et je pense également qu'en ce qui concerne l'éclairage public et autres, ce sont des sujets que je trouve que les autorités locales et communales surtout ne prennent pas suffisamment. Et que avec la nouvelle génération de maires jeunes et avec les secrétaires exécutifs qui pour moi doivent prendre la pleine mesure de leur position aujourd'hui pour pouvoir traiter à fond ces sujets-là. Voilà, donc c'est ce que je peux dire et je pense que c'est ce que vous faites bien. Vous faites bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette possibilité que vous avez aujourd'hui en tant que leader d'opinion de faire passer des messages pour que les autorités qui parfois ne sont pas au fait des situations puissent... Merci beaucoup Hassen Fado. Je rappelle que vous êtes ingénieur industriel et expert financier. Vous êtes un doctorant sur une thèse sur les zones économiques spéciales. Tout à l'heure, vous allez nous en dire un peu plus. Le thème de cette émission, l'industrialisation du Bénin sous le prochain président. Avis d'un expert, et l'expert, c'est bien lui. Nous avons un élément témoin qui va vous introduire ou qui va introduire le débat de ce jour. On va s'écouter juste cela et on revient après. Chers frères et chères sœurs béninoises et béninois, chers compatriotes, mon nom c'est Valentin Agon, votre frère, natif de Boycon, Zou. Et nous sommes heureux de participer de toutes les manières depuis 30 ans au développement de notre pays. Depuis quelque temps, je suis devenu politique, non pas politicien, mais politique, c'est-à-dire constructeur de la nation, citoyen qui apporte à la cité, à la construction, au développement de la nation. Mon pays et mon continent africain me sont tellement chers que pour finir mon cursus universitaire, j'ai choisi le développement.
mais le développement de ma nation, le développement de mon continent, le développement de ma région. D'où j'ai fait un doctorat en développement régional, mais l'option industrie. Tous les pays développés ont une étiquette. On les appelle les pays industrialisés. Donc, l'industrie est au cœur du développement. Alors, dans le cadre des élections de 2026, j'ai d'abord, premièrement, postulé pour être député, mais nous nous sommes rendus compte que le vainqueur des élections de janvier, ce ne sont pas nous, les candidats, mais ce sont les citoyens qui ont refusé de voter. Alors, le défi béninois de notre temps, c'est que chaque citoyen aille voter. C'est dans ce cadre-là que, après maintes réflexions personnelles, j'ai décidé de participer activement aux élections présidentielles et actuelles, les élections du 12 avril 2026. C'est dans ce cadre que j'ai échangé avec les politiques de tous les siècles et j'ai choisi et soutenu la victoire du duo Romuald Wadain et Madame Talata. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Hassen Fado, vous avez écouté un grand industriel, Valentin Agon, PDG de API Bénin. Et nous sommes dans le secteur de l'industrialisation. Nous allons en parler. Il a dit que les pays qui se sont développés sont passés par les industries. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait un peu l'état des lieux, à la veille de ce scrutin du 12 avril prochain, c'est-à-dire après-demain, et quel état des lieux économiques et politiques faites-vous, vous qui êtes un citoyen, qui êtes un industriel? Merci Landry, c'est vraiment un plaisir d'être là. Permettez-moi de me présenter brièvement. Oui, allons-y. Ça va aider les téléspectateurs à mettre un peu un nom sur le visage. Moi, je m'appelle Hassen Fado, je suis ingénieur industriel. J'ai fait 12 ans dans les usines au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et par la suite, je me suis expatrié vers le Maroc où j'ai travaillé dans un groupe industriel qui était très diversifié. Et après des discussions avec l'actuelle ministre de l'Industrie, j'ai pris la décision de rentrer au Bénin pour apporter ma compétence et toute l'expérience acquise au service de mon pays. Aujourd'hui, je travaille pour une institution financière publique. Je contribue au financement des projets industriels, que ce soit dans la zone économique spéciale et partout ailleurs. Et je vais dire que je suis fier de voir le Bénin faire des progrès dans le domaine de l'industrialisation et également dans la structuration de son économie. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être acteur de ces avancées. Sur le plan politique, je suis également très fier de voir tous ces changements, toutes ces mutations qui sont en cours. C'est vrai, les réformes sont souvent difficiles, mais je pense que c'est aux acteurs politiques de tous bords d'essayer de prendre la mesure des choses, de se muter et de s'adapter à ces nouveaux changements pour pouvoir, pour que le citoyen s'y retrouve davantage et que la vie politique béninoise s'en sorte grandie. D'accord. Voilà. Là, comme je le disais, nous sommes à la veille du scrutin. Et quel état des lieux peut-on faire? Et voilà, selon vous, est-ce qu'on a progressé sur le plan économique, sur le plan politique? Oui, vous faites bien de poser la question. Je pense que nous avons fait des progrès remarquables.
Sur le plan économique, moi je sais que beaucoup de gens parlent souvent de la croissance du Bénin qui est aujourd'hui exceptionnelle et on se dit cette croissance ne descend pas jusqu'au Béninois, au fin fond du Bénin. Mais ces progrès sont tangibles et c'est ce qui est pour moi important. On parle aujourd'hui de 20 000 emplois créés dans la zone économique spéciale en 3 ans. Vous savez, un emploi dans le domaine industriel, c'est de la sécurité sociale. Moi, je suis pour qu'on travaille à améliorer la protection sociale plutôt qu'à assister des gens de façon permanente, de façon indéfinie et à les maintenir dans une forme de vulnérabilité. Donc, moi, pour la petite expérience que j'ai eue, j'ai travaillé dans une usine qui employait directement et indirectement 800 personnes, mais une usine qui s'est implantée dans une localité où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans le village de Massé, c'est un des plus beaux villages aujourd'hui. Vous allez trouver de l'eau, vous allez trouver de l'électricité, mais tout ça a été fait grâce à l'arrivée d'une usine, d'une cimenterie. Et les populations environnantes, leurs époux ont trouvé du travail, des emplois, même si c'était pour ceux qui n'ont pas de qualification, c'était des manœuvres. Donc pour moi, c'est impératif que nous continuions à développer l'industrie dans tout le pays. Et c'est heureux également de voir que les zones économiques spéciales sont en train d'être multipliées. Aujourd'hui, on a annoncé la zone économique spéciale de Semepodi, la zone économique spéciale qui sera à Ilara, à Ketou. Tout ça, c'est vraiment, ça participe de ce que le pays est en plein essor. Donc, je prie que cette dynamique continue comme le propose aujourd'hui le candidat Romuald Ouadani, que je soutiens d'ailleurs. Je prie pour que la régionalisation qu'il a promis, qui va permettre aujourd'hui que non seulement ces zones économiques spéciales ou ces usines ne soient plus créées en un seul lieu, mais plutôt partout au Bénin, même si ce ne sera pas à la même vitesse parce qu'il y a des contingences, il y a des préalables parfois en termes d'infrastructure, en termes de facteurs de production, comme l'énergie, l'eau, les routes, etc., qui sont préalables à toute industrie, sinon l'industrie ne sera pas compétitive. Oui, d'accord. Voilà. Dites-nous, oui, vous permettez. Avec tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, après 10 ans de gestion du président Patrice Talon, est-ce que le climat est suffisamment rassurant pour qu'on puisse donner la possibilité aux opérateurs économiques béninois d'installer des usines comme des industries au Bénin? Oui, je pense que c'est un des maillons qu'il faut améliorer. L'implication des opérateurs économiques béninois, donc des opérateurs, on va dire, des opérateurs économiques locaux, dans ce nouveau paradigme qui est en cours. Je crois fermement que un des maillons importants qu'il faudra faire, c'est déjà de faire en sorte que les entreprises qui ne sont pas dans les zones économiques spéciales et qui existaient bien avant l'arrivée des zones économiques spéciales bénéficient de cette implantation-là, parce que il faut savoir qu'une zone économique spéciale est installée, beaucoup de gens ne le savent pas, mais elle est installée d'abord pour exporter, pour pouvoir apporter des devises. C'est d'abord ça. Et donc, du coup, ce qu'on fabrique dans ces zones-là sont aux standards, sont aux normes, enfin, suit des normes très élevées. Et le fait que les entreprises qui existent collaborent avec ces entreprises qui sont dans la zone va permettre à ce que les entreprises qui ne sont pas dans la zone montent en standard, montent en compétences. Ça, c'est une chose qui ne s'est pas suffisamment faite à mon sens, et qui doit. Donc, je pense que la collaboration en termes de services, en termes de relations d'affaires, on doit l'améliorer sur ce plan. L'autre volet que vous soulevez qui est important, c'est le fait de vouloir faire impliquer les opérateurs économiques,
Mais il faut savoir que l'éducation financière sur comment on fait les investissements, comment on investit, est un point faible de nos opérateurs économiques. Moi, je suis bien placé parce que je conseille dans ma position aujourd'hui, je travaille avec la structure étatique pour financer des industries portées, que ce soit par les Béninois que par des étrangers. Et j'ai remarqué, j'ai pu noter que les opérateurs économiques béninois manquent d'éducation financière en matière d'investissement. Et ça, on va y revenir, le programme du candidat Romuald Wadagni, il propose une solution qui est, pour moi, une très bonne solution. D'accord. On va parler industrialisation, mais il va falloir élire d'abord un président, et ce sera le dimanche prochain. Mais il y a un problème majeur. Hein. Tout le monde est conscient aujourd'hui que le taux de participation pose un problème. Vous, en tant qu'industriel, en tant que citoyen et lecteur, comment envisagez-vous cerner ce problème-là pour qu'on puisse avoir un taux quand même élevé de participation? Merci, merci. Je voudrais profiter de votre tribune pour féliciter les autorités en charge de l'organisation des élections, pour féliciter également les autorités au plus haut niveau, féliciter les candidats, féliciter tous les acteurs, disons, parce que c'est vraiment une première pour moi de voir une campagne en paix, une campagne vraiment structurée. On voit que les candidats ne tombent pas dans des injures, des discussions vraiment de niveau bas, mais chaque candidat est en train vraiment de présenter ce qu'il veut faire. Et ça, c'est ce à quoi on souhaite assister. Et ce progrès-là, je pense qu'on ne l'aurait jamais eu, parce que ça, je pense qu'on peut l'oublier, mais c'est grâce au président Patrice Talon aujourd'hui que le champ politique est vraiment aussi assaini. Donc, on va déjà rendre grâce à Dieu pour avoir vraiment cette campagne en paix et probablement aller aux élections en paix. Alors, moi, je pense que le taux de participation aujourd'hui est un sujet majeur, parce que un des deux duos aujourd'hui est quasiment plébiscité par toute la classe politique, par tous les acteurs de presque tous bords, y compris les acteurs passés, les acteurs âgés, les acteurs jeunes, les femmes, de etc. quel duo vous parlez? Non, je parle des anciens politiciens aujourd'hui que vous n'entendez pas, mais que vous avez tous vus lors de la présentation du projet de société de M. Romuald Wadagni. Donc ça montre que nous avons aujourd'hui un projet autour duquel tout le monde s'accorde. Maintenant, pour légitimer ce projet de société qui va être désormais la boussole, il faut que tous les Béninois montrent au monde entier qu'ils adhèrent. Et ça, le seul moyen de le montrer, c'est que tous les Béninois aillent voter. Qu'ils aillent voter, bon, moi, parce que je soutiens le candidat Wadagni, je souhaite qu'ils aillent voter pour lui, mais je veux que tous les Béninois aillent voter. Je suis vraiment depuis hier, depuis 2 ou 3 jours, en train de passer partout où je peux pour demander aux Béninois d'aller voter, pour montrer au monde qu'on leur a proposé un modèle de développement et qu'ils ont adhéré. Et pour ceux qui n'adhèrent pas, qu'ils le montrent également, parce que celui qui ne vote pas ne montre rien. Et on ne sait pas s'il a adhéré ou s'il n'a pas adhéré ou s'il est content, s'il n'est pas content. On ne peut rien savoir de ce qu'il pense. Qu'est-ce que vous faites des frustrations, des déceptions enregistrées ces dernières années? Les citoyens ne se retrouvent pas. Beaucoup parlent d'exclusion. Ils se disent qu'ils ne se retrouvent pas à travers le processus. Merci. Je suis parfaitement d'accord avec vous et j'ai beaucoup aimé la réponse du candidat Wadagni sur ce sujet. Ce sont des sujets qui vont être discutés. Je pense que nous sommes à l'aube de réformes majeures. Et comme vous le savez, toute réforme appelle beaucoup d'ajustements, demande beaucoup d'ajustements pendant la mise en œuvre. Moi, je veux que nous tous les Béninois, qu'on mette toutes ces petites divergences sur le coup vraiment des changements en cours. Et croyez-moi, je pense que pour sortir de ça, il faudra juste simplement que
tous les politiciens prennent la mesure des réformes, des changements qui sont en cours. Vous ne pouvez pas avoir des changements aussi importants dans votre pays et dans un espace et ne pas prendre la mesure, qu'on soit opposant, qu'on soit de la mouvance, parce que ce n'est pas que les opposants. Je pense que c'est aux politiciens de prendre la mesure et que ce soit en public ou en privé, de se parler, d'essayer de se parler pour pouvoir permettre d'avancer et d'améliorer les choses. On ne peut pas, parce que on n'est pas satisfait, demander que tout s'arrête. Je pense que ce n'est pas la bonne attitude. Pour moi, il faut effectivement qu'on prenne en compte, qu'on écoute les gens et que par la suite, on puisse améliorer. Et c'est ce qu'a promis le candidat Romuald Wadani. Selon vous, pour porter l'industrialisation de notre pays, quelles sont les qualités techniques et politiques que nous devons avoir pour porter cette industrialisation? Merci, merci. Il y a des maîtres mots dans l'industrialisation. Vous entendez parler du potentiel, des potentialités des territoires. Ce sont des maîtres mots. Les matières premières, l'agriculture, l'investissement, le financement, ce sont des mots et quand je cite tous ces mots, vous pouvez suivre mon regard, il y a une seule personne qui porte ces termes-là. Il n'y a qu'une seule personne qui les porte dans le gouvernement du président Patrice Talon aujourd'hui depuis bientôt 10 ans. Et je vous assure que la notion d'investissement, la notion de financement structuré, qui est aujourd'hui le socle de l'investissement industriel, est largement porté par le candidat Romuald Wadani. Je pense pour ma part que les bases ont été posées. Le président Patrice Talon a posé les bases. Et moi, je m'amuse souvent à dire que le président Patrice Talon a été un peu un cobaye. Il a accepté vraiment... Un cobaye, hein? Oui, il est un cobaye parce qu'il a accepté porter sur lui vraiment une responsabilité importante, une responsabilité importante pour pouvoir poser les bases. Aujourd'hui, ça pourrait aller très vite parce que le prochain président ne part pas de zéro. Je ne vais pas dire 0-0, mais il ne part vraiment pas de très bas. Il y a des acquis. Il y a des acquis bien avant 2016. Il ne faut pas qu'on ne soit pas reconnaissant envers les aînés. Je veux parler de Mathieu Kérékou, feu Mathieu Kérékou, le président, vraiment l'admirable président Nicéphore Dieudonné Soglo. Il y a Iboni aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont fait des efforts. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a eu une accélération en 2016. Et cette accélération, pour ma part, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Et je pense que l'actuel ministre d'État en charge des Finances a le profil pour accélérer l'industrialisation du Bénin. Et voilà, donc je me sens vraiment totalement en phase avec tout ce qu'il propose et les évolutions actuelles, que ce soit au plan économique ou politique. Comme vous lisez le projet de société du candidat Romuald Wadani, il parle de 6 régions de développement. Quel sera l'impact de ces 6 régions sur l'industrialisation du Bénin? Voilà, merci. Je vais vous donner une petite explication sur cette approche que propose le candidat. C'est une approche qu'il fallait inventer. Voyez-vous, vous pouvez regarder tous les grands pays, vous allez vous rendre compte qu'ils sont pour la plupart en fédération. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce dont je parle. Pourquoi? Parce que quand on est en fédération, on a des États fédérés et chaque État est gouverné. Et donc, du coup, ça crée non seulement de l'émulsion, mais ça crée également de la compétition entre les États, une saine concurrence, merci, entre les États. Et le pouvoir central, quand il doit descendre les politiques, mener des actions, il y a des gens pour dire « nous n'avons pas encore bénéficié ». Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, c'est en dehors de tout cadre politique. C'est vraiment en dehors de tout cadre politique. Alors, pour revenir au Bénin, la particularité, d'aucuns se diront mais nous avons des mairies, nous avons une décentralisation. D'autres se diront mais nous avons des préfets, effectivement. Mais remarquez avec moi qu'aujourd'hui, les préfets sont très, très compétents en matière administrative et en matière de sécurité. Et je serais vraiment d'avis qu'on leur concède vraiment ce rôle-là
enfin qu'ils poursuivent dans ce rôle majeur. Et la décentralisation, donc les mairies, les communes et autres, sont vraiment au plus près des populations pour vraiment résoudre des problèmes très très localisés. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir continuer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, la régionalisation vient faire en sorte que l'action de développement qu'on soit certain qu'on le mène partout. Parce qu'il y aura des gens pour dire ce n'est pas encore venu chez nous. Ce n'est pas encore venu. Et tenez-vous bien, il y a une particularité à tout ça. Il a prévu que chaque territoire vienne présenter l'évolution de la mise en œuvre au Conseil des ministres de façon tournante. Donc du coup, c'est vraiment une réforme majeure. D'accord. On ira très très vite parce que la télévision c'est une question de temps. Entre vision macroéconomique et capacité de rassemblement, quel équilibre pour l'industrialisation? Merci. Vous savez, quand on parle d'industrialisation, on parle également, comme je le disais, de matières premières, donc de production locale. Et il faut fédérer, il faut réunir, il faut... Donc du coup, vous ne pouvez pas penser industrialisation sans essayer de rassembler toutes les couches d'un pays. Vous ne pouvez pas parce que nous n'avons pas une très grande industrialisation au niveau primaire, c'est-à-dire dans le secteur primaire, le secteur agricole. Donc du coup, rassembler est très important, non seulement pour la sécurité, parce que sans sécurité, vous ne pouvez pas avoir d'industrie. Pour la paix, sans paix, vous ne pouvez pas avoir d'industrie. Mais pour être également, pour permettre également une inclusion dans cette richesse qu'on va créer. Je pense que si vous essayez de vous souvenir, vous allez voir qu'il y a eu des sujets liés au soja, des sujets liés au cajou, on parlait des producteurs, voilà. Tous ces sujets sont liés à l'industrialisation. Aujourd'hui, l'État a essayé des actions, parfois de plancher, de fixer des prix planchers, de fixer des prix maximum, d'organiser la collecte des produits agricoles, parce que l'industrie locale en a besoin. Mais après, il faut un équilibre entre les prix de marché et les prix que peuvent payer les industries locales. Donc, je pense que le rassembler n'est que bénéfique pour l'industrie et je pense que dans le slogan du candidat Romuald Wardani, on dit plus loin, ensemble. Le ensemble, là, c'est vraiment un rassemblement qu'il faut nécessairement. Aujourd'hui, tous les Béninois, la plupart des Béninois sont faits de la GDIZ. Est-ce que vous croyez que la GDIZ a tenu ses promesses en termes de création d'emplois et en termes de transformation locale? Parce qu'aujourd'hui, on a vu les grands hommes visiter ce centre-là. Oui, moi, je voudrais même greffer une question déjà à ce que Alphonse vient de dire, en planchant déjà sur la GDIZ. Faites-nous d'abord l'état des lieux, le réel état des lieux de l'industrialisation de notre pays. Oui, merci. Vous savez, la GDIZ, c'est vraiment le fer de lance de l'industrialisation du Bénin aujourd'hui. Alors, oui, tenir ses promesses, je dirais oui. Parce que faut pas, tellement nous sommes habitués à aller vite aujourd'hui qu'on pense que la GDIZ a peut-être 5 ans à 10 ans. Je vais vous dire que pour moi, qui ai parcouru certaines zones économiques spéciales qui sont plus vieilles que la GDIZ, mais qui n'ont pas du tout les mêmes résultats, pas du tout. Beaucoup de matières premières sont transformées aujourd'hui, comme le cajou, le coton, et d'autres industries sont en train de s'installer, les industries du sel, des télécommunications, etc. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui sur la GDIZ, c'est que c'est une réussite et bien sûr c'est une première, il faut corriger. On a entendu par le passé des incidents qui sont arrivés ici et là, mais ces choses-là sont inhérentes à toute œuvre humaine. Et aussi, je pense que la GDIZ doit pouvoir impacter davantage la localité dans laquelle elle est implantée. Je pense que ça aussi c'est en cours. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que c'est la montée en compétence de nos frères, de nos jeunes qui vont travailler. C'est l'espace dans lequel des jeunes qui sont en formation viennent découvrir des choses vraiment intéressantes.
Moi, j'y vais régulièrement compte tenu de ma fonction. Mais je crois que faut pas aussi penser que la GDIZ va venir régler tous les problèmes. Vous voyez, c'est pour cela que dans l'offre que fait le candidat Romuald Wadani, il n'a pas forcément parlé d'installation des zones dans toutes les localités parce que installer une zone, ça requiert des prérequis, beaucoup de prérequis que nous n'avons pas. Et de financement aussi. Oui, que nous n'avons pas. Mais bon, le financement, je vais vous dire aujourd'hui une chose et retenez-le. Le financement ne pose aucun problème pour nos économies. Le financement est disponible. Et il faut savoir monter le projet et il faut savoir juste le vendre. Et pour moi, aujourd'hui, on a fait l'expérience de la GDIZ, on a tiré les leçons, mais il faut aller pas à pas comme il l'a proposé. Il propose au moins dans une région, j'ai dit au moins dans une région qui est une industrie. C'est ce qu'il a proposé. En tenant compte des potentialités de cette région. C'est important. Il faut que les gens comprennent aussi que la GDZ a été installée là à cause des prérequis qu'il fallait. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne pouvait pas installer la GDZ au démarrage partout au Bénin. Il fallait l'installer là où les prérequis le permettent. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a des défis qui se posent à la GDZ malgré son emplacement, notamment le transport des marchandises. Les produits qui sont fabriqués doivent être transportés pour l'export. Vous connaissez un peu la difficulté des voies de circulation pour aller à Calavi, mais avec le projet de contournement Konoko, le projet de contournement nord de la ville de Cotonou, qui sera une réalité d'ici 2, 3 ou 4 ans. Je pense que ce problème sera résolu. Oui, quand on parle d'industrialisation, on parle de l'éclosion des champions nationaux. C'est-à-dire que des gens sur le territoire national qui pourraient porter ces projets-là. Mais on constate que ça peine à démarrer à ce niveau-là. Bon, je pense que c'est une vue de l'esprit. Hein. Moi, je peux vous dire que dans les portefeuilles de projets que moi, dont j'ai connaissance aujourd'hui, la majorité sont des Béninois. Et je vous dis, et c'est dans la zone économique spéciale, mais parfois dans d'autres villes, ce sont des Béninois qui sont en train de vraiment d'innover. Je vous informe par exemple que d'ici là, il y aura une industrie pharmaceutique au Bénin. D'ici là, il y aura une industrie qui va fabriquer tout ce qui est matériel informatique. Et d'ici là, il y aura une industrie qui va fabriquer de l'emballage en verre, donc tout ce qui est bouteilles pour les jus, etc. Et tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'être mûries et préparées. Et les investissements sont presque bouclés. Et les travaux vont bientôt démarrer. Donc, c'est pour dire que... Et ce sont des Béninois. Tout ce que je viens de vous citer, ce sont des Béninois. Il n'y a pas d'étrangers. Donc ça, pour moi, c'est une vue de l'esprit. Et je peux vous en citer autant que vous voulez. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que les Béninois qui entreprennent de façon sérieuse ne font pas de bruit. Vous comprenez? Ils ne font pas de bruit. Ils ne se promènent pas et ils ne se mêlent pas de la politique. Et donc, ça donne l'impression que les Béninois n'investissent pas, mais croyez-moi, ils investissent énormément. Dites-nous, le fonds de développement industriel proposé par votre candidat dans son projet de société, peut-il créer des champions selon vous? Est-ce que c'est possible? Et quelle gouvernance recommandez-vous? Merci. Tout à l'heure, vous avez fait bien, parce que à l'entame de mon propos, j'ai dit qu'il avait proposé une solution et c'était celle-là. C'est une solution incroyable. Croyez-moi, le Bénin en avait besoin. Aujourd'hui, au niveau PME, la même solution a été déjà trouvée. D'ici 2 ou 3 ans, vous allez entendre parler des fonds d'investissement dédiés aux PME qui sont installés au Bénin. Aujourd'hui, il y aura un fonds de développement industriel qui sera en fait le bras financier vraiment de l'État pour appuyer les champions nationaux. Pour vous donner juste un petit exemple, c'est que lorsqu'il vous faut 100 millions par exemple pour créer une industrie, vous n'avez pas besoin de mobiliser 100 millions. Il suffit que vous mobilisez peut-être 30 millions vous-même et les 70 autres millions vous seront prêtés par une banque. On appelle ça du financement structuré. Et ces 30 millions, bon, j'ai pris 30 millions parce que c'est un montant rond, mais
à l'échelle industrielle, on est souvent à des dizaines, des centaines de milliards. Donc, même quand on prend ces 30, qui représentent 30% du coût, c'est déjà énorme. Et ça, c'est une obligation de l'avoir avant d'aller vers une banque. On appelle ça les fonds propres. Voilà, c'est une obligation. Et c'est ça qui manque, c'est du capital en fait, c'est du capital initial. Et c'est cette partie manquante-là que le Fonds de développement industriel va apporter désormais aux champions nationaux pour leur permettre d'aller faire ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire aller lever des fonds auprès des banques spécialisées et monter les industries. Voilà. En tant qu'expert financier, dès que le candidat sera le président de la République, quelles devraient être ses priorités pour les 24 mois à venir? Merci, merci. Je pense que moi, je dirais qu'il a 3 grandes priorités. Il a 3 grandes priorités. La première, c'est qu'il s'assure que l'élan, dans tous les domaines, l'élan qui a été pris, soit maintenu. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bouleversement majeur. La deuxième, c'est qu'au plan politique, qu'il mette en place un chronogramme ou un plan pour vraiment écouter, ne serait-ce qu'écouter toutes les parties qui sont peut-être déçues, histoire de voir qu'est-ce qui est commun à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite. Et pour les problèmes particuliers des uns et des autres, qu'ils regardent ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment au plan politique. Donc, déjà, économiquement, il maintient tout. Et au plan politique, il essaye de commencer, enfin, j'utilisais le mot, il commence par décrisper l'atmosphère. Et la dernière chose que moi, je dirais sincèrement, c'est que la formation des jeunes, pour moi, n'est pas encore, surtout la formation technique, n'est pas encore ce que je souhaite pour mon pays. Voyez-vous, dans tous les pays du monde, lorsqu'on crée un lycée dans une localité, le lycée est capable de fournir quand même des services minimum. Et ces services peuvent fonctionner comme étant une entreprise locale. À quoi ça sert? Ça sert, imaginons qu'un jeune diplômé sorte de l'école, mais c'est-à-dire il a fait un lycée technique, mais il n'a pas encore trouvé un emploi. Le lycée a une sorte d'atelier moderne avec des équipements. Il peut aller trouver des gens qui veulent qu'il leur fasse quelque chose et il vient louer les équipements. Vous voyez? L'autre chose, c'est que certains lauréats, certains diplômés de ces lycées-là peuvent y travailler. Le temps qu'ils aillent trouver de l'emploi ailleurs. Je pense qu'en fait, il faut que la formation technique et professionnelle devienne sérieuse, pratique et s'accélère. Parce que pour moi, qui suis dans le domaine industriel, j'ai remarqué que l'emploi, les gens vont souvent très loin, alors qu'on peut l'avoir tout près. Et c'est parce qu'on ne crée pas les conditions. Oui, le candidat Romain Ouattara a dit par rapport que c'était la période de la jeunesse, c'est le temps de la jeunesse. Vous, en tant qu'acteur politique qui maîtrisez un peu les rouages, quel message vous avez adressé à vos jeunes compatriotes béninois? Merci. Le message que j'ai à dire aux jeunes, déjà, bon, je dirais même déjà d'abord la population, c'est de sortir déjà le 12 pour voter massivement pour ces élections, parce que c'est vraiment un vote massif qui va montrer que nous avons adhéré aux propositions qui sont faites. Et je souhaite vraiment que cela soit ainsi. Et aux jeunes aujourd'hui, je dirais personnellement qu'il faut qu'ils renforcent leurs compétences, qu'ils renforcent leur culture du savoir et que rapidement qu'ils fassent des propositions, parce que moi j'ai lu quelque part que dans le programme on va identifier les potentialités des régions. Je pense qu'il faut rapidement se mettre en mouvement, ou essayer de créer avec les autorités locales pour identifier et transmettre ça aux nouvelles autorités. Et il faut que les jeunes également profitent
vraiment de la digitalisation aujourd'hui qui n'est plus, qui ne doit plus être un outil comment on dit, d'amusement, mais plutôt un outil qui permet de développement. Moi, je pense qu'en fait, la jeunesse, et ça, moi, je m'appuie souvent sur mon exemple, c'est que depuis l'âge de 25 ans que j'ai commencé par enseigner, je me bats, je n'ai pas attendu que quelqu'un me propose quoi que ce soit. Il faut, je pense que les jeunes aujourd'hui doivent saisir et le candidat aujourd'hui que je pense qu'il doit passer est quelqu'un qui fait la part belle aux jeunes, puisque je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vraiment vu à l'œuvre et je pense que les jeunes aujourd'hui ne doivent plus attendre de déposer des dossiers quelque part ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils innovent, qu'ils entreprennent eux-mêmes. Et voilà. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En un, deux, trois mouvements, dites-moi ou dites-nous pourquoi voter le 12 avril prochain. Merci, merci. Je ne cesserai de le dire, c'est que le Bénin est à la croisée des chemins et nous avons fait des changements majeurs dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes nous nous sommes retrouvés dans une posture où la campagne électorale se passe exactement comme dans les pays développés, avec des candidats qui parlent uniquement de leur projet de société. Et je crois que cette nouvelle dynamique, il ne faut pas que le taux de participation soit une tâche. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Je souhaite vraiment que toute la population béninoise... C'est si important que ça? Oui, oui. Vous savez, croyez-moi, ce taux de participation, s'il est à la hauteur, va montrer qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au Bénin. Je crois. Parce que de mémoire, hein, de ma petite mémoire, je n'ai pas souvenance que dans un pays, si ce n'est pas vraiment une monarchie, je n'ai pas souvenance que toute une population adoube un candidat aux élections présidentielles de cette manière-là. Et quand vous regardez, les gens n'apprécient pas le candidat parce qu'il est beau, parce qu'il est... Enfin, c'est pas la personne du candidat. Parce qu'il est jeune. Non, c'est surtout parce qu'il a écrit quelque chose, il a proposé qu'il veut faire quelque chose. Et c'est cette chose-là qui vraiment a convaincu beaucoup de gens. Et je crois que pour que cela soit une apothéose, il faut nécessairement que ça s'ajoute. Il faut nécessairement que nous ayons ce vote. Nous sommes à la fin de cette émission. Alphonse Moïsoudé. Oui, je voudrais dire à l'invité, quel est votre mot de fin vis-à-vis de tous vos compatriotes du Nord au Sud? Oui, je demande... Regardez dans la caméra. Et je demande vraiment à toute la population béninoise d'aller voter le 12 déjà. Et parce que moi je soutiens le candidat Romuald Wadani, je demande à ce que tout le monde aille voter pour lui. Et dans ma région de Dassa, d'où je suis natif, mes villages paternels et maternels, Modigangan, Kéré et autres, je demande à tout le monde d'aller voter. Que ce soit vous leur délivrez le message en langue Yacha. Voilà, Idjare, et Dadawa, Inawa, et qu'elle voter. Et qu'elle voter le dimanche. Et qu'elle voter. Et voter pour Romuald Wadani parce que il y a un côté, et qu'elle voter. Parce que là n'est pas Idacha. Bon, on est toujours la région. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Alphonse Moïsoudé, vous avez un mot pour finir? Oui, et moi je dis et je le répète, aller voter, c'est un devoir citoyen. On n'a pas besoin forcément d'être partisan du candidat X ou Y, mais tout Béninois doit pouvoir voter. Nous avons le Bénin, chacun doit apporter sa pierre à l'édification d'une nation nouvelle. Donc je demande à tous nos compatriotes, après d'avoir quitté les lieux de culte, que chacun se rende à son bureau de vote et qu'il ait exprimé sa voix. C'est important pour le pays. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette émission. L'industrialisation du Bénin sous le prochain président. Avis d'un expert. L'expert, c'était Hassen Fado. Il est ingénieur industriel et expert financier. Vous avez compris le message. Le dimanche prochain, nous devons tous sortir pour aller exprimer notre droit. C'est un devoir, mais c'est aussi un droit pour chacun de dire ce qu'il pense de cette élection qui vient. Et Moïse l'a dit,
que vous soyez pour Tantampion ou pour Zouzoua, allez voter. L'essentiel est que vous sortiez pour aller voter. Vous avez compris certainement le message. Que Dieu bénisse le Bénin. D'ici à la portée au bien et à très très bientôt.